C'est l'heure de faire des découvertes, on va discuter de vedettes, de sportifs et d'athlètes. C'est le temps d'une petite frette. C'est le temps d'une petite frette, ouais. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Rosa, ça va? Yes, ça va bien, toi? Yes, ça va. Déjà, notre 8e épisode cette semaine. On avait très hâte de vous le présenter. Celui-là, on va sortir de notre zone de confort. Là, depuis les premiers épisodes, on vous présente des athlètes vraiment. Là, on va aller d'un autre côté de la médaille aujourd'hui là, avec un officiel. Jonathan Deschamps, qui a arbitré au dernier championnat mondial junior dans la bulle Edmonton. Puis, vous allez voir, mais il a arbitré aussi l'année passée dans la Ligue américaine de hockey à temps plein. Fait qu'on va le rentrer bientôt. Mais avant ça, mon Rosa, Pat Mahomes, était-tu ça comme tu penses? Ouais, ben, non, il était bien correct, je pense, mais c'est ça que quand je repensais à le dernier épisode avec Mégane Sauvé, je me disais, c'est pas tant avoir l'individu que j'en veux parce que, au final, peu importe qui que tu vas mettre dans cette position-là, rendu à ce niveau-là, c'est tous des compétiteurs. Fait que, c'est plus l'organisation de la NFL, moi, qui me fait capoter parce que, on l'a vu avec toutes les recherches qui se font souvent, les programmes, comme tu le mentionnais, à la semaine 5, ça aurait été bien différent selon moi. Puis ça ne devrait pas être traité différemment parce que ça va toucher le cerveau qui est comme l'organe le plus important de ton corps. Même on l'a vu cette semaine, pour ceux-là qui écoutent le Canadien, là, la mise en échec de Tyler Myers contre Yoel Armia, qui n'a pas reçu de suspension parce que supposément que le coup, le target, là, la cible était au sternum, mais que ça l'a fini à la tête puis qu'il a fini avec une commotion, mais que là, vu qu'il targetait le chest, tu sais. En tout cas, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, ça? C'est tout le temps l'interprétation. Puis là, en plus, c'est ce qu'on écoutait des médias, c'est parce que là, ils ont changé le règlement en plus. Moi, j'écoutais, c'était François Gagnon, je pense, qui parlait en jazz puis qui disait qu'il faudrait juste reprendre le livre de règlement puis Ouais. l'adapter en 2020-2021 parce que là, il dit ça n'a aucun sens. Oui, ils le mettent à jour au fur et à mesure qu'il y a des gros coups qui se font ou, mettons, comme Matt Cook sur Marc Savard dans le temps, dans début des années 2010, je crois. Là, Ouais. le blindside avait été aboli, ça a été mis dans le livre de règlement, mais là, on dirait qu'il y a encore trop de zones grises là, par rapport à... Mais, tu sais, c'est des ligues qui ça fait énormément de temps qu'ils sont là, puis on dirait que les livres de règlement n'ont pas nécessairement tout le temps suivi à la vitesse d'évolution que la ligue va. Tu sais, le jeu en 1940 n'est vraiment pas de la même vitesse qu'aujourd'hui. Tu sais, tout est un peu différent, fait que des fois, ça fait en sorte qu'on tombe dans des zones grises. Puis, tu sais, même cette semaine, dimanche, j'écoutais à Tout le monde en parle, Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre avec leur podcast La Poche Bleue. Mais tu sais, Guillaume Latendresse, il s'est retiré après, je pense, sa 7e commotion cérébrale. Puis, il dit qu'il y en a encore des séquelles aujourd'hui. Là. Fait que, le gars, il n'est pas vieux. C'était un athlète, il était super en shape. Il a pris soin de son corps pendant plusieurs années, puis il le fait encore. Ouais. Sauf que, il y a quand même des séquelles. Fait que, à quel point, à un moment donné, ça te rattrape. On l'a vu, il y en a qui vont, avec la commotion, à un moment donné, ils vont peut-être tomber dans la drogue, dans l'alcool. Puis, là, ça peut être des cercles vicieux, puis ça peut être des tornades infernales qui vont juste les amener aux enfers. Mais en espérant que, comme tu dis, les livres des règlements soient ajustés dans les années futures pour essayer de protéger le plus possible nos athlètes, puis surtout montrer l'exemple aux jeunes. Moi, je pense que c'est vraiment ça sur quoi il faut focusser. Comme tu l'as dit tantôt, on a déjà eu les deux un passé d'arbitre. Charlot, je pense que c'était au baseball. Moi, ouais, c'est ça. Moi, j'ai arbitré au décanquant un petit peu, puis dans les ligues de garage comme arbitre. Puis Christy qu'on est exigeant. On va en parler à Joe, là, voir ce qu'il pense de ça, là, mais on peut le rentrer. Là. Yes! Yes! Yes, salut Jonathan. Salut! Ouais, merci d'être avec nous. On est vraiment reconnaissant que tu prennes du temps pour nous. Après toutes les entrevues là, que tu as fait depuis ton retour de la bulle d'Edmonton. En entrée de jeu, je veux savoir, toi, t'en penses quoi de la mise en échec de Tyler Myers? Avec ton aide d'arbitre, mettons. Là. Mon aide d'arbitre, ouais. Ben, écoute, sur le jeu, ils ont donné un 5. Ouais. Puis, tu sais, à ça, ils voient toutes les reprises, les arbitres, ils peuvent avoir leur iPad, puis ils regardent tous les 5 qui, si on donné une majeure, là, ils peuvent la regarder. Ils ont décidé de donner un 5, puis la Ligue, eux autres, ils ont décidé de ne pas suspendre. Écoute, selon moi, honnêtement, je pense que
étant donné que c'est dans les 5 dernières minutes de la game, ils perdaient quoi, 7-1? C'était quoi le score? Ouais, C'était quand même assez élevé, le score. un gros écart, là, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il aurait pas au moins donné une game là-dessus. Peut-être qu'il ne pogne pas directement à la tête, mais ça reste un hit dangereux. À la fin de game de même, le score, il y a un gros différentiel. Les refs sous jeu ont décidé de donner un 5, malgré qu'ils ont vu la reprise et tout. Moi, je pense qu'il aurait pu avoir une game de suspension, mais ils ont décidé de ne pas suspendre parce qu'ils ont vu qu'il l'avait juste pogné dans le chest. Puis que, il n'y a pas de règlement pour des blindsides. Non, c'est ça. Vous irez voir, là, sur le coup, je pense que c'est Bo Horvat. Quand il voit arriver Meyer, là, il se met petit, là, puis il enlève la cible. Là, ici, je pense c'est un bonhomme, là. Oui, c'est un gros bonhomme, ça, c'est clair. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un petit gars de Saint-Louis-de-France, avant d'être arbitre, tu as eu une carrière junior majeure comme défenseur. Rapidement, tu es allé, tu avais ton déjà 3 aux Estacades de Trois-Rivières. Ouais. On a-tu repêché par le Phoenix, où tu as commencé, puis tu as été nommé capitaine en 2013. C'était quand même un bel exploit par rapport à ça. Échangé au Cabreton, puis encore, tu as eu une lettre sur ton chandail. Fait que là, je pense qu'on peut dire que tu es un bon leader dans la chambre. Tu es arrivé dans 2 environnements, puis avec une lettre sur ton chandail. Puis ensuite de ça, tu as fini ton parcours junior à Shawinigan, dans ton petit patelin. Puis tu as terminé ton niveau universitaire avec 2 ans avec les Patriotes de l'UQTR. Ma première question, tu étais quel genre de défenseur, toi, dans le temps? Moi, j'étais plus genre shutdown. Là. Okay. Je n'étais pas reconnu de mes mains, là, puis mon talent offensif en tout. J'étais surtout robuste. J'étais un défenseur mobile. Okay. J'étais un bon shutdown contre les premières lignes. Puis, dès que je suis rentré dans la Ligue à 16 ans, c'était ça mon rôle, puis ça allait rester tout au long, jusqu'à temps que je sorte à 20 ans. Ben ouais, c'est ça. À 20 ans, j'ai une bonne saison. J'ai quand même eu 8 goals à 20 ans. Je me suis gâté un peu. Non, ouais, c'est ça. Non, c'est ça, j'étais un gars robuste, j'étais un gars physique, bon shutdown, bloquer des shots, puis jouer une bonne game défensive, puis c'était ça mon rôle, puis j'étais bien content de ça, puis j'ai une belle carrière junior en faisant ça, fait que je suis bien gagnant. Ouais, hey, Jonathan, nous autres, ça fait une couple d'années qu'on coach au niveau des jeunes, puis on leur dit tout le temps, il faut que vous preniez les bonnes manières, vous montrer l'exemple, mais pour devenir capitaine dans la GMQ puis assistant capitaine, ça prend quoi selon toi? Ben écoute, c'est sûr que, comme tu dis, donner l'exemple, il faut que tu sois un leader positif, il faut que tu aies une bonne éthique de travail, ça reste la base. Un capitaine qui se pogne le cul, ça ne mènera pas à grand-chose. Mm-hmm. C'est sûr que ton capitaine, tu veux que ce soit un gars qui travaille fort. Donne l'exemple, que dans la chambre, pas nécessairement qu'il soit vocal, mais qu'il parle quand c'est le temps. Puis, tu sais, pour être un bon capitaine, il faut que tu walk the talk. Là. Fait que, tu sais, si tu dis quoi, il faut que toi, tu le fasses. C'est-à-dire que, mettons, tu te lèves dans la chambre, ça ne marche pas. Tu sais, il faut que tu sois un des gars que, tu sais, quand tu te lèves, le monde te regarde et te dit « OK, ouais, c'est vrai, il a raison, let's go, on le suit, puis on y va. » J'en ai vu que ça n'a pas été le cas. Puis, tu sais, il y en a qui sont des bons capitaines qui, tu sais, c'est des gars, des funny guys, puis, tu sais, ils jasent, ils parlent tout le temps. Puis, tout le monde, tu sais, le monde se rassemble autour de ces gars-là parce que, tu sais, ils ont la chambre. Et comment je pourrais ça? Tu sais, les gars, tu sais, j'ai vu des capitaines. Ben moi, j'en étais un de même. Tu sais, je dis ça, mais moi, j'étais bien vocal, j'étais bien chumé avec tout le monde, tu sais, puis le monde m'appréciait beaucoup. Puis quand je parlais, le monde appréciait ça parce que, tu sais, je travaillais fort sur la glace, mais aussi, j'étais un bon leader, un bon rassembleur, tu sais. Je pense que c'est ça. Tu sais, peut-être chaque capitaine est différent, mais la base reste tout le temps. Tu as une bonne éthique de travail, puis tu montres l'exemple de qu'est-ce que tu veux que l'identité de ton équipe soit. Là. Si, mettons, le coach, l'identité, c'est des travailleurs, il veut un club là, que ça patine, ça frappe et c'est dur à jouer contre. Ton capitaine, ben, il faut qu'il représente ça. S'il ne représente pas ça, c'est plus compliqué à avoir. Ça peut être une équipe de skills et tout. Puis ton capitaine, ça peut être le meilleur scoreur du club, puis pas nécessairement le plus travaillant, mais dans l'identité du club, c'est l'image, ça reste le capitaine, c'est l'image du club. Oui, c'est ton image. Je sais pas si ça fait du sens ce que je viens de dire. Non, ça fait entièrement du sens. Puis, hey, ouais, puis là, c'est ça qu'on en parlait, moi puis Charlot, c'est quand même fou la transition que tu as faite parce que, on parlait à des gars qui ont joué Junior 3A, qui sont rendus, mettons, dans East Coast League, puis, il y a tellement de sacrifices à faire, puis toi, tu as décidé à ta 2e année, dans le fond, à l'université, que tu avais besoin d'un nouveau défi, mais tu voulais quand même rester dans le hockey.
tu savais pas trop si tu t'enlignais vers plus le coaching ou l'arbitrage. Puis, tu sais, dans le fond, ça ressemblait à quoi ta transition? Ben, écoute, ma deuxième année, on est allé, on a fait un voyage en France. OK. On est allé jouer contre des clubs à Manus là-bas, un petit tournoi, c'était à Cergy. Puis après ça, on est allé jouer une game à Amiens, puis tout. Puis on a eu bien du fun, c'était super cool comme voyage, c'était super bien organisé. Puis en revenant de là, je sais pas, j'ai comme pogné un mur, tu sais, j'étais comme plus, j'étais démotivé un peu, puis ça me tentait pas nécessairement de toujours, tu sais, 4 pratiques semaine, 4 trainings semaine, puis, tu sais, des games, on s'entend que le niveau universitaire, c'est assez compétitif. Tu sais, moi, je suis rentré universitaire après ma carrière junior en me disant, je vais avoir du fun avec mes chums, tu sais, je veux jouer, du hockey compétitif, mais je veux pas, tu sais, je suis aux études. J'étais un peu, tu sais, 5 mois après que t'es 4 pratiques par, tu sais, avec des drills d'un contre un tout le long de la pratique. Tu sais, j'étais plus dans ce mood-là de je vais avoir du fun, tu sais, sortir à la chasse-galerie le mercredi soir à Trois-Rivières. Puis on dirait qu'à ma deuxième année, ça m'a comme un peu frappé. Puis comme tu as dit, je voulais pas quitter la game. Tu sais, j'étais encore en amour avec la game. Tu sais, le hockey, ça reste. Tu sais, j'ai toujours joué au hockey toute ma vie. Puis, tu sais, fait que j'ai essayé de coacher. Mais quand j'étais à Shawinigan à 20 ans, je coachais un peu. Là, on avait un programme avec Cataract. Là, on allait. Il y a comme une espèce de. Pas un sport-études, mais un programme de hockey avec Séminaire Sainte-Marie. Puis faisait des pratiques. Puis c'était moi qui s'occupais de ça avec Tommy Tremblay, qui était le gars des communications à Shawi. Puis c'est nous autres qui faisions des pratiques. Tu sais, c'était pas du gros coaching, mais tu sais, je sais juste pour me tremper les pieds un peu là-dedans. Ouais. Puis après ça, quand je chantais à l'université, ben là, avec la structure des stacades, j'allais aux pratiques, exemple, du Bantam 3, puis mettons, pas du Pee-Wee, mais j'avais fait Bantam, Midget Espoir. En tout cas, une couple de pratiques avec eux autres, m'occuper des defs. Ouais, ça, il fallait l'atelier de def. Tout, j'avais bien aimé ça. Mais c'était pas. Tu sais, j'aime ça coacher. L'été, je coach je l'Europeter, le power skating. Tout l'été avec des jeunes. Tu sais, j'aime bien ça enseigner. Mais je sais pas, on dirait que ça venait moins me rejoindre. Je voulais quand même rester sur la glace, rester dans la game. C'est vraiment ça que je voulais garder, même si j'arrêtais de jouer au hockey, je voulais vraiment rester à la glace. Puis je me suis dit que le meilleur moyen de faire ça, c'est de commencer à arbitrer. J'ai commencé à arbitrer, je savais zéro, j'allais aimer ça, je l'ai essayé. Puis j'ai adoré ça. Puis à partir de ma première game que j'ai faite, c'était Pee-Wee à la tuque, un dimanche matin à 8 h. À partir de là, ben là, ça a juste monté. Fait que non, écoute, je pense que c'est un bon choix que j'ai fait. Comme tu as dit, j'ai trouvé que pour moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur moyen de rester dans le game et de pas. Où je fais encore des sacrifices, c'est-à-dire que je peux pas dire que je fais plus de sacrifices, là, mais c'est pas les mêmes. Ouais. C'est plus comme je t'ai dit, les 4 pratiques par jour, les trainings, toutes ces choses-là, c'est d'autres choses, d'autres genres de sacrifices. Je suis souvent parti sur la route. Je continue à m'entraîner pareil, mais c'est d'autres choses, sauf que je suis bien content de. Oui, parce que, même moi et Charlot, des fois, on avait ce talk-là quand on montait en char, on était là, on est content d'être encore dans le game, sauf qu'en tant qu'entraîneur, souvent, tu n'as pas beaucoup de contrôle. Tu contrôles, mais en même temps, tu ne contrôles pas parce que c'est tes joueurs qui vont faire en sorte qu'ils vont gagner. C'est eux autres qui mettent la POC dans le net. Là, tu livres un message, puis c'est ça, puis eux autres, ils font ce qu'ils veulent avec. Je veux dire, tu as bien beau essayer toutes les possibilités du haut, mais tu n'as quand même pas beaucoup de. Moi, je trouvais que tu avais beaucoup moins de contrôle que quand tu étais joueur. Fait que c'est peut-être ça. Moi, je trouve que le coaching, des fois, c'est dur, là, puis ça me donne des cheveux gris là, parce que c'est ça, tu n'as pas de contrôle. C'est ça. Oui. C'est un bel job pareil, par exemple. Ben oui. Ouais, puis là, tu parles que dans le fond, tu as commencé plus au niveau du hockey mineur régional. Le monde te connaissait-tu quand tu allais arbitrer? Il disait ça, ça c'est Joe Deschamps qui a joué avec Shawinigan ou tu avais encore un parent sur le bord de la bande ou un joueur qui te donnait 2-3 petites niaiseries mais qui ne te connaissait pas vraiment en tant que joueur? Le gars, il a quand même joué à la GMQ puis il connaissait la game. Là. les autres arbitres avec qui j'arbitrais, je savais. OK. 3/4 des coachs, j'avais aucune idée. Puis je te dirais que 100% des parents n'avaient aucune idée non plus. OK. Fait que, moi, je n'étais pas là pour ça. Je n'étais pas là pour show off. Moi, j'ai joué 5 ans junior, 2 ans non, je suis bien, mais. Fait que ça ne me dérangeait pas pantoute. Mais oui, les arbitres, il y en a qui me reconnaissaient, mais qui ne me reconnaissaient pas. Je veux dire, mais surtout quand j'ai arbitré, par exemple, à Shawinigan, puis dans des places dans à Grand-Mère ou dans cette région-là.
Il y a gros des arbitres de là-bas qui savaient j'étais qui, parce que je ne veux pas jouer à Shawi de 1 an et demi, puis ils me reconnaissaient. Là. Ouais. Même à Trois-Rivières aussi, parce que je viens de site. Mais oui, les arbitres me reconnaissaient. Il y a une couple de coachs que je connaissais. Il y en avait qui m'avaient coaché, puis qui coachaient leur kid, mettons. Que, tu sais, à un moment donné, je me souviens, un de mes coachs, puis oui, 2A dans le temps. Son kid, il jouait, puis il coachait, il était novice B. Je faisais une game novice B. Puis, oui, tiens, ça se fait là, toi. Ouais, comment ça arbitrer? Tu sais, je faisais avec. Ah, c'est cool, mais tu sais, c'est juste drôle de revoir des faces, tu sais, familières, qui sont ouais, c'est ça, exact. Que tu voyais dans un autre contexte. Puis ça serait quoi, mettons, dans cette année-là au hockey mineur, c'est quoi la pire niaiserie qu'un coach, qu'un joueur ou qu'un parent t'a dit? Oui, parce que ce parent-là ou ce coach-là, il ne sait pas là, tout le bagage hockey que tu as. Lui, il pense que tu en as par rapport. Ils savent pas ça, puis ils savent pas le trois quarts de ce qu'ils voient non plus. Là. Sinon, les parents n'ont aucune idée de ce qui se passe. Même c'est ça qui. Il y a un gros problème. Un gros problème au hockey mineur, c'est ça. C'est souvent que les coachs n'ont aucune idée c'est quoi la job d'officiel. Même chose pour les parents, c'est encore pire. Là. Ouais. Mais la pire chose. Ah ouais, gérant d'estrade. Mais tu sais, c'est ça pour les arbitres, c'est ça pour leur kid qui joue aussi. Vous devez savoir, vous coachez. Des fois, des papas qui trouvent que son joueur, c'est le meilleur joueur de hockey au monde. Ben, c'est un peu plus dur à dealer avec ça. Mais non, la pire affaire que je me suis fait dire, écoute, les classiques. Fais tes lunettes, des affaires de même. Mais c'est arrivé. Il n'y a pas eu de grosses affaires. Vraiment que. Donc, il était là, t'as manqué ça. OK, je te dis. T'as manqué ça, tu sais. Moi, j'ai arbitré au baseball longtemps pendant 6 ans. Puis, tu sais. Tu vas savoir c'est quoi, là? Ben, tu sais, en arrière de la plate, t'as 200 calls à faire. Puis, celle-là, tu l'as manqué. Ouais, mais ton pitcher, ça fait 4 buts sur balle en ligne. Qui. C'est ça. Non, c'est ça. Affaire de même qui dit ça n'a pas d'allure. Toi, Rosa, elle a pas une niaiserie que tu t'es fait dire au deck, mettons? Moi, j'arbitrais au hockey-ball. Moi aussi, comme le deuxième sport national des Québécois. Là, puis la Coupe Stanley est comme vraiment pas loin. Là, fait que, ça, au deck, par exemple. Hein? Ça, au deck, par exemple, on a fait dire des niaiseries. Un été au deck, moi, c'est épouvantable. Moi, je me suis déjà fait cracher dessus pour être bien franc avec toi, au deck. Puis, tu sais, c'était comme. C'était même. Tu sais, j'arbitrais. Je voulais même pas aller dans du gros calibre parce que moi, je me disais en tant qu'arbitre, j'étais là, je veux pas avoir de rapport sur la game. Tu sais, j'allais là pour avoir du fun l'été puis pour arbitrer, faire un peu d'argent parce que, tu sais, oui, c'est payant, mais en même temps, des fois, pour tout ce que tu subis, après ça, tu fais le pot puis le compte, puis tu décides autrement. Puis non, fait que c'est ça. Fait que non, on s'en fait dire des niaiseries, là, puis que ça soit au hockey, que ça soit des parents, mais je trouve que des joueurs adultes, c'est encore pire quand ça part parce que là, tu n'as plus de contrôle. Tu sais, un jeune de 15 ans, tu vas y siffler 2 fois dans les oreilles, tu vas lever le ton un peu quand tu as une tête de plus que lui, le jeune, il va s'asseoir, mais l'adulte, des fois, tu fais comme, ben là, tu sais, t'es quasiment dans un terrain avec, là. Ah ouais, prendre ça personnel, c'est pas rentable. Ouais, fait que non, fait que c'est des petites histoires, petites anecdotes. Tout le temps gérer tout ça. Alors, on revient sur ton parcours, Jonathan. Tu as été au NHL Exposure Combine. Ouais. Ça, c'est quoi pour les gens qui savent pas? Ça, c'est, dans le fond, ça fait depuis, là, je ne vais pas me tromper, mais je pense depuis 2015 ou 2014, ils ont commencé ça, la NHL. J'ai une nouvelle mode de ce temps-ci, c'est pas pour rien que, tu sais, j'ai monté vite comme ça, c'est qu'eux autres, ils ont une nouvelle mentalité, ils veulent amener des anciens joueurs à arbitrer. C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai commencé aussi, parce que j'étais au courant de ça. Je me dis, ils vont m'essayer, tu sais. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'au mois d'août, ils prennent plein d'anciens joueurs qui ont peut-être de l'intérêt pour l'arbitrage ou qui arbitrent déjà. Ou ils prennent des arbitres aussi, souvent les prospects, là, les meilleurs de leur. Par exemple, les meilleurs du Québec, après ça, de l'Ontario, tout ça, ils vont là. Ça, ce camp-là, c'est qu'ils te font découvrir l'arbitrage. Fait que, exemple, moi j'habitais déjà, fait que j'avais déjà pas une longueur d'avance, mais par rapport à d'autres gars, oui, parce qu'il y en avait qui n'avaient jamais habité de leur vie. Les autres, ils jouaient NCAA, mettons, ou ils jouaient encore, je sais pas moi, ils pouvaient jouer, les calibres là, qui sont universitaires. Universitaires, j'ai entre c'est ça, exact. Puis, tu sais, ils allaient là, puis c'était rien pour essayer. Puis il y en a qui ont dit OK, ouais, je veux continuer, puis il y en a d'autres qui disent non, moi, ça ne m'intéresse pas. Fait que cette fin de semaine-là, en fait, tu as des tests physiques. Puis là, tu as comme des pratiques de coaching qui te montrent, mettons, comment draper un puck, comment
les signaux. Les bases, la base. Okay. Fait que t'as ça. Puis après ça, tu joues des games toute la fin de semaine. Fait que la pire journée, je te dirais, c'est le vendredi, parce que le vendredi, tu as les tests à la glace, les tests hors glace. Tu sors de là, tu es brûlé tête. Ça n'a pas de bon sens. Tu as le Wingate, tu as le yo-yo test, tu as le test de push-up, test d'abdos, tu as le test de planche, tu as maudit des tests. En tout cas, c'est assez pointable. Puis c'est à glace. C'est à glace. Tu sais, j'en ai fait des tests physiques dans ma vie, là, mais ce test-là, là, c'était de la ligne de ringuette à ligne bleue la plus loin. Puis tu faisais 6 aller-retour. Mais tu sais, c'était un test physique, fait, tu veux te donner, fait que tu fais des sprints. Mais il y en avait, là, il prenait des crampes, là, il tombait à terre, il n'aime pas de finir. Ouais, ça paraît comme, juste 6 aller-retour, mais quand tu le fais, je te dirais, là, hey boy. Moi aussi, je me disais ça, je dis, ça, c'est le retour, c'est pas si pire. Les fêtes, là, Quand tu vois le premier gars tomber, quand tu vois le premier gars tomber, tu fais, oh fuck, moi, peut-être. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que le vendredi, c'était des tests physiques. Puis après ça, le samedi, dimanche, c'était des games, on pouvait jouer, c'était 3 périodes de 10 minutes. Puis dans le fond, on était, je pense que c'était 6 équipes. Puis mettons, les noirs arbitraient, mettons, la game des bleus contre les jaunes. Mettons, les rouges arbitraient la game des turquoises contre les, t'sais. Fait que tu faisais une période, mettons. Puis mettons, tu faisais un arbitre, tu faisais un linesman. Puis moi, je savais déjà que je voulais être un linesman. Fait que je l'ai fait en arbitre pareil, mais en tout cas. Fait que tu fais ça toute la fin de semaine. Puis eux autres, la NHL sont là, tu sais, le boss, il est là, puis ils sont tous là, puis ils checkent. Tu regardes patiner, puis ils checkent voir. Eux autres, ils regardent surtout le patin, tes habiletés physiques, ton coup de patin. Tu sais, c'est sûr que tu regardes waver en offside, une période de 10 minutes, là, une game pour une game c'est ça. Non, c'est ça. T'as pas tant de situation, là. Ouais, c'est ça. Ils regardent sur la base, c'est un bon coup de patin, puis tu as l'air d'avoir un hockey sense, puis tu regardes jouer aussi en même temps. Puis après ça, eux autres, pas qu'ils donnent des contrats, mais souvent, mettons, ils disent, hey, tu veux-tu commencer? Fait que si tu dis ouais, ben souvent, mettons, je sais pas moi, il va dire, ben, quand tu vas arbitrer, mettons, tu viens de Toronto, ben, tu vas arbitrer une coupe de game à Toronto, dans la game américaine cette année, puis tu essayes d'arbitrer. Fait qu'il start de même. Puis moi, de là, ben là, j'ai eu mon contrat avec, dans les games américaines. Au début, j'étais supposé arbitrer Laval, le Rocket. Puis là, finalement, ben là, j'ai eu mon visa, puis là, ils m'ont donné un full-time. Ce que je me suis fait dire, il n'avait pratiquement jamais fait. Fait que, elle me dit que c'est bon signe. C'est vraiment bon signe. Fait que, c'est ça. Fait que là, j'ai eu ça. Puis là, toute l'année, j'ai voyagé comme un arbitre fait normalement, un full-time. Fait que, je les ai pas mal toutes faites. Là. Une couple de places que je peux aller, mais ouais. Fait que, je suis bien content. Ça a bien, là, comment tu sais, là, tu parles que tu as eu ton contrat dans la Ligue américaine. Après ça, là, on sait que tu as fait le championnat du monde junior. Comment les décisions sont prises pour choisir les arbitres? As-tu reçu une invitation de pas de Hockey Canada, mais de l'IHF sûrement qui gère ça? Ouais, ben de qu'est-ce que je me suis fait dire, comment ça fonctionnait, c'est que chaque branch, mettons, là, cette année, c'était juste des arbitres canadiens. À cause de la COVID. À cause de la COVID. Normalement, c'est différent un peu, mais cette année, comment ils ont fait, c'est que chaque branch, mettons, Hockey Québec, Hockey Ontario, Hockey Ottawa, Hockey, tu sais, ils envoyaient, mettons, des noms d'arbitres. OK. Puis, je pense, Hockey Canada, eux autres faisaient une sélection. Puis, là, je ne veux pas dire de niaiserie, mais je pense qu'après ça, la IHF faisait comme la sélection finale. OK. Puis là, ça a donné 26 arbitres qui étaient là au World Junior. Là. On était 26 Canadiens. Ouais, fait que, la COVID a bien fait les choses. 26, c'est de la bonne visibilité puis, pour tout le monde qui sont là, parce que normalement, tu regardes, mettons, les arbitres au World Junior par année, il y a peut-être 2-3 Canadiens qui sont là. Chanceux s'il y a un Québécois. Fait que, fait que cette année, c'est de la bonne visibilité pour tout le monde. Pour l'arbitrage au Canada au complet, là, de voir, puis on a fait une super bonne job. Oui. Comme le chairman, là, Luc Tardif, il a fait un article avec Steve Turcotte dans le Nouvelliste à Trois-Rivières, parce que c'est un gars de Trois-Rivières. Puis il a dit qu'il n'y avait aucune, on se l'est fait dire aussi, mais il n'y avait aucune plainte durant le tournoi sur l'arbitrage. Ce qui n'est jamais arrivé encore. Fait que, juste, ça prouve à quel point on a fait une bonne job. Que l'arbitrage au Canada, il est fort. Oui, c'est bien. Oui, puis même à ça, on en a regardé, en tout cas, on les a quasiment tous regardés, là, pour de vrai. Là, puis, il n'y avait jamais d'erreur flagrante que c'était un game changer dans le game. Puis moi, c'est de là qu'est venue l'idée de t'inviter à notre podcast parce que, la première, je pense que c'est une des premiers matchs,
sais, j'entends Stéphane Leroux nous dire que t'es là. Puis là, j'étais comme, il a pas joué à la JMQ, lui. Puis là, j'essayais de calculer. J'étais dans mon salon, là, puis je calculais les années. Puis là, je me disais, il y a en 2 ans, il est rendu là. Tu sais, c'est fou, là. Moi, en tout cas, ça me fascine. Pour de vrai que Ça a monté tu assez sois vite. capable de switcher. C'est sûr que là, comme tu dis, tu as eu le bon push, tu étais à la bonne place au bon moment. Ouais. Et puis, tu as fait une job extraordinaire, là, mais vraiment. Ça a bien été. Je suis bien. Ça a monté vite. Puis, tu sais, honnêtement, tu sais, mon hockey IQ a aidé à ma progression. Là. Je veux pas, tu sais, je connais la game, tu sais, je connais le... Fait que ça l'a aidé, mais tu sais, c'est pas tout. Là. L'arbitrage, c'est tellement plus que ça. Là. J'ai commencé, puis il y a bien d'affaires que je savais pas. Là, tu sais. Ouais. J'ai joué toute ma vie, puis pas nécessairement des règlements, mais tu sais, les procédures, des affaires dans le même que tu sais, comment, Des j'ai affaires remarqué que ça, tu sais, j'ai jamais, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, non, c'est ça, puis ouais, je suis bien content, puis ça, c'est sûr que je pense que j'ai fait une bonne job, fait de la finale. Ben, c'est ça. Par rapport encore au championnat, les installations de la bulle, là, c'était-tu impressionnant par rapport à ce que tu t'étais imaginé? Ben, tu sais, je connais, ben, tu sais, j'ai gros de mes chums qui jouent dans la Ligue nationale, que, tu sais, j'avais, mettons, Tito Beauvillier qui était à la bulle Edmonton, j'ai demandé comment c'était, puis un autre qui est mon mentor, si on veut, là, qui m'a aidé à monter, Michel Cormier, qui arbitre dans la Ligue nationale, le juge de ligne. Lui aussi, il était à Toronto, par exemple. Tu sais, j'avais déjà une bonne idée de c'était quoi la bulle, tu sais, de comment ça fonctionnait. C'était un petit peu différent, nous autres, parce que, premièrement, il y avait beaucoup plus de cas quand on est arrivé, nous autres, qu'eux cet été. Tu sais, eux cet été, il y avait quoi? Il y avait genre 40 cas d'actifs. Ouais, non, c'est ça. C'était presque rien quand les autres sont allés. Puis nous autres, tu sais, je pense qu'il y avait un record de cas en Alberta quand on est arrivé. Là, tu sais. Fait que, puis en plus, il y avait 10 pays qui étaient là. Puis là, en plus, il y a eu des cas. C'est ça. Puis en plus, il y a eu des cas avec la Germany et la Suède. Fait que là, il y a comme, c'était un peu plus serré. Tu sais. On sort de notre quarantaine, parce que dans le fond, on est arrivé là-bas. Puis il fallait faire 5 jours dans notre chambre. Test COVID à chaque jour, puis quarantaine, tu sais. Fait que, après ces 5 jours-là, on s'est dit, parfait, on va être free, là, tu sais, on pourra sortir, puis pas sortir, mais sortir de notre chambre, puis pouvoir se voir, tu sais, être chillé dans une chambre. Ou, non, pas plus que. On ne pouvait pas rentrer dans aucune chambre. On avait un tracker sur nous autres. Ah ouais? Un petit GPS sur notre accréditation. Mettons qu'ils nous suivaient, là, que si on sortait des limites de la bulle ou de où est-ce qu'on avait le droit d'aller, là, il y avait un signal à quelque part qui s'envoyait, puis on était dans la marde. Là. Ah ouais? C'était assez sévère. Ouais. C'était assez spécial. Puis c'est ça, sortant de notre chambre, on s'est dit, cool, on pourrait savoir, puis avoir un peu plus de fun. Mais on avait une grosse salle pour manger. Une grosse salle de conférence, mettons, dans un hôtel. Puis, pour faire rentrer facilement, c'est presque une salle de réception de mariage. C'était immense. On ne pouvait pas être plus que 10 dans la salle en même temps. C'était le fun pour souper, ça, 10. Il y en a 10 qui mangent, tout à faim, t'attends. OK, tu peux rentrer. Avec la masse dans la face tout le temps, puis ça peut attendre. Mais ça, un coup qu'il n'y avait plus de tests positifs dans la bulle, ça a changé. Après ça, on était correct. On pouvait être tout le monde dans la même salle. Puis, mais au début, c'était quand même assez strict, là, les mesures qu'ils ont prises. Puis c'était parfait parce que ça l'a aidé au succès du tournoi. Là, après les tests qu'il y a eu, il n'y en a pas eu pantoute. Ça s'est juste bien déroulé à partir de là. Ils ont bien fait leur job. Cool. Hey, mon autre question par rapport à ça, c'est quoi le feeling de se faire critiquer, mettons, en russe ou en allemand? Tu sais que le gars, il t'astine, mais tu comprends pas ce qu'il veut dire. Là. Honnêtement, s'ils ne parlent pas ta langue, ils ne vont pas te dire grand-chose. Ils vont se parler à eux autres, puis ils vont comme te sacrer. Les Russes vont se dire sous-cablette, ils vont se. Mais ils vont pas te. S'ils te parlent, ils vont te parler en anglais parce qu'ils ne veulent pas. C'est la langue de communication. Si tu ne parles pas anglais, ben dis rien. Ils vont rien dire, puis ils vont te regarder avec des gros yeux. Parce que à cet âge-là, des fois, l'anglais, ils sont développés pour vraiment... non, c'est ça. De te parler dans leur langue. Mais je te dirais que chaque pays, c'est sûr qu'il y en avait des plus toughs que d'autres, mais chaque pays était quand même assez bon en anglais. Que ce soit les coachs, les joueurs, ils se débrouillaient quand même assez bien pour qu'on puisse communiquer. T'sais. Mais il n'y a pas eu de chiolage tant que ça, dans le sens que les gars étaient là pour jouer, puis c'était pas. Oui, il y en avait parce que c'est une game de hockey. C'est de l'émotion. La game est intense. Puis oui, pendant la game, c'est sûr que tu ne seras pas toujours d'accord avec le cadre, tu ne seras pas toujours d'accord avec tout. Mais il n'y avait pas vraiment de.
de chiolage. Pas comme dans la game américaine, mettons, comme j'ai vécu, exemple, dans le pro. C'était vraiment différent. Là, veux pas, c'est quand même des juniors, là, c'est pas des adultes. Puis, fait que non, ça s'est super bien passé de ce côté-là. Comme je vous dis, c'est sûr que Navec était plus pas fatigant. Mais, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps au moins un. Navec avait une short fuse un peu plus que les autres. Là, mais non, il n'y a pas eu de gros chiolages. Comme je vous dis tantôt, il n'y a pas eu de plainte. On a fait une bonne job. Il n'y avait pas chiolé. Vous ne leur donniez pas de raison de chialer non plus. Non, c'est ça. Hey, tu parlais des émotions tantôt dans une game de hockey. Tu disais que, dans le fond, le 31 décembre, là, pour les gens à la maison, le 31 décembre, c'était le dernier match de groupe du Canada. Ouais. C'était comme lui le plus important parce que c'était contre la Finlande. C'était pour déterminer les positions 1 et 2. Puis par la suite, dans le fond, pour vous, les arbitres, en tout cas, tu me corrigeras si c'est pas vrai ce que je te dis, là, mais après le pool, dans le fond, ils vont procéder à un choix pour retenir pour les quarts de finale, demi-finale, finale. Fait que toi, tu pensais que ton dernier match, tu disais, ça se peut que mon dernier match, ça soit contre le Canada et la Finlande, parce que sur les 26 arbitres, comme tu parlais tantôt, ben, après ça, tu as juste 8 matchs, tu as des quarts de finale qui vont jouer. C'est quoi le feeling? Le feeling d'être choisi pour les quarts de finale? Oui, pour les quarts de finale. Ouais, ben écoute, c'est super. J'avais un bon feeling avant aussi, dans le sens que j'avais déjà un bon tournoi, puis j'ai eu des grosses games. Comme tu as dit, j'avais eu la game Canada-Finlande, 31 décembre. C'était pas nécessairement la meilleure game, mais c'était la game que tout le monde voulait avoir. Là, la game avec le plus d'émotion, puis la game, je veux pas prime time sur TSN, puis toute la patente qui vient avec. J'ai eu cette game-là. J'avais eu d'autres games, d'autres bonnes games avant aussi. Fait que j'avais un bon feeling avant de la sélection. Mais non, écoute, c'était de choisir encore de finale, surtout avec les arbitres qui étaient là. Il y avait des linesmen qui étaient là, ils ont fait des finales de Coupe Memorial, puis il y en a qui sont allés au senior, puis non, il y a des bons résumés qui étaient là. Il y a des très bons arbitres là, qui étaient là à Edmonton. Fait que, d'être choisi encore de finale pendant ce tournoi-là, j'étais super content. Puis le pire, j'ai même pas fait de game encore de finale, j'étais juste stand-by. Okay. J'ai continué. Et j'ai pas fait de game encore de finale. J'ai fait une demi-finale puis la finale. Ouais. C'est ça. Puis quand j'ai vu avec qui, dans le sens que, dans le fond, il y avait 4 games encore de finale. Puis comment ça marchait, c'est que il y avait des arbitres pour les games. Puis il y avait des stand-by à chaque match. Okay. Il y avait un linesman, un arbitre stand-by pour chaque game. Au cas qu'un arbitre se blesse. Fait que j'étais stand-by pour 2 games. Puis je regardais l'autre linesman aussi qui était stand-by avec moi, tu sais. Puis c'était le gars avec qui j'ai fait la finale. Okay. Fait que, puis lui, c'est Nathan Van Houston. C'est comme un top à Vancouver. Là. Lui, comme c'est Nathan, il a fait des finales de senior World Championship. Je pense qu'il a fait 4 finales de Coupe Memorial. Il a un méchant bon résumé. J'étais comme à la même place. Je me suis dit, soit que c'est bon signe, ou c'est un ou deux qui après ça, il est coupé. Ou, c'est dur à lire là, parce que tu ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vécu ça un tournoi. J'ai vécu les 17 l'an passé, mais c'est pas tout pareil. Là. Un tournoi de même, tu essaies de lire, tu es comme bon. Mais en même temps, c'est tellement dur à voir. Tu ne veux pas trop te faire d'attente parce que tu sais. Non, c'est ça. Tu sais quand même que. Ouais. J'avais un bon feeling avant d'arriver en quart de finale que j'allais continuer. Puis après ça, j'étais juste, on va voir. J'ai pas eu de game en quart de finale. Puis après ça, la journée d'après, la cédule est sortie pour les demi-finales. Puis là, j'ai vu que j'avais une demi-finale. Puis j'ai vu que j'avais Canada-Russie. Fait que là, je me suis dit, encore une grosse game. Puis là, c'est quoi, quand tu apprends ça, tu te mets-tu à sauter dans ta chambre, genre? Ou... c'est sûr que tu es content. Là. Appeler ma blonde, appeler mon père, appeler tout le monde. Là, dire, gars, j'ai cette game-là, allez voir ça. C'est sûr que là, quand j'ai vu ça, j'étais excité au bout. Canada-Russie, quoi de mieux. En plus. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Ça t'attendait 2 jours plus tard avec les Américains en finale? Non, c'est ça qui arrive. Là, au début, t'étais comme je disais, c'était-tu à Steph Leroux j'avais dit ça? Que j'ai quand même vécu mes 3 plus grosses games à vie en Princeton. Première plus grosse game, c'est le 31 décembre, Canada-Finlande. Moi, oui, j'ai habité des grosses games dans la game américaine, mais rien comparé à ça. J'ai pas eu le temps de faire des playoffs. Il y a eu le COVID. J'ai juste fait des games de saison régulière. C'est pas pareil. Là. Fait que, le 31 décembre, Canada-Finlande. Après ça, demi-finale, Canada-Russie. Ouais, Canada-Russie. Hey, c'est la game que tu veux, là, en demi-finale, c'est Canada-Russie. C'est pas génial, ça. Puis après ça, là, j'ai fait la finale. Fait que ça, c'est sûr que la finale, ça reste
mon plus gros match à vie. Là. Fait que j'ai quand même eu 3 grosses games, tu sais, que je me disais, c'est la game de ma carrière, ça date. Là. Ouais. Puis quand t'es embarqué sur la glace, là, à la finale, là, tu disais-tu, wow, qu'est-ce que je vis, je me pince-tu, ou t'es tellement dans ta game que tu fais juste apprécier? Ben, je te dirais que le fait qu'il n'y ait pas de fans, ouais. c'est plus facile de se concentrer puis être dans ta bulle, tu sais. Ouais. S'il y avait eu des fans, 20 000 personnes dans l'estrade, ça aurait peut-être été un petit peu. Le stress aurait peut-être été un petit peu plus. Tu sais, il y avait un stress parce que c'est la finale. Là, comme, tu veux bien faire. Tu n'en as pas de manquer un câble puis ça fuck la game au complet. Ouais, non, c'est ça. Fait que tu veux bien faire, tu veux bien paraître. Tu veux pas, c'est time to shine. Là, fait que tu vas avoir un bon match. Puis le fait qu'il n'y ait pas de fans, ça a enlevé un petit peu le stress que. Tu sais, il y a une arène pleine, là, ça paraît. Qui se met à crier puis à hurler, c'est pas le fun. Non, une arène pleine, là, les papillons dans le ventre là, sont assez présents. Là. Ouais. Fait que, tu sais, le fait qu'il n'y avait pas de monde, c'était plus facile de se concentrer puis focusser vraiment juste sur la job que tu avais à faire. Tu arrivais sur la glace, tu sais. Oui, il y avait de l'émotion, c'était intense, mais c'était plus facile d'être en contrôle de ce qui se passe parce que, tu sais, un tight offside, là, tout le monde crie dans l'estrade. Mettons, pensait que c'était hors-jeu pour les États-Unis. Et là, tu commences à. Tu peux être shaké. Là, ta décision, tu sais pas. Hein? Ben, c'est ça, c'est juste humain. Tu veux pas. T'as même 1000 personnes qui crient après toi. T'es comme moi. Même chose pour les arbitres. Là, il manque, mettons, il y a un gros check. Puis, mettons, exemple, le gars de Canada se fait geler. Et 20 000 personnes à l'estrade, tout le monde crie. Oups, ça se peut que le bras, il se dise. Ouais, ça y va là, le fait qu'il n'y ait pas personne, ça l'a aidé à avoir une meilleure composure sur la glace. Puis, mais je ne suis pas inquiète que même avec 20 000 personnes, on aurait fait la même job. Là, ça aurait été pareil. On n'est pas inquiète. C'est rien que c'est dans la tête que ça joue. Ouais, c'est ça. Après la finale, Jonathan, y a-tu un petit party d'officiel? Comme les Américains, eux autres, là, ils ont célébré jusqu'à je sais pas quelle heure le matin. Et vous autres, là, c'était votre finale, vous ne voulez pas. Y a-tu un party qui se fait? Là, c'est sûr que c'était la COVID, là, mais y a-tu un petit quelque chose qui s'était fait? Ouais, ben tu sais, les gars qui restaient, on est allés dans notre lounge, là. On avait une salle à l'hôtel, puis on a bu de la bière, mais c'était pas un gros party, là. Tu sais, toi, vous devez savoir là-dessus, on n'a pas fêté jusqu'à 2h du matin. Là. On a fêté en masse, par exemple, c'était fun, mais tu sais, on n'a pas... c'était pas le party du siècle, là. Mais on s'est levé quand même à 4h du matin pendant notre vol, jusqu'après ça... Oh, ouais. Retour au Québec. Sort de la bulle. Non, on a vu un petit party. On a bu de la bière en masse, là, parce que dans le fond, on pouvait se faire livrer avec Skip, là-bas, en Alberta. OK. On pouvait faire livrer de l'alcool avec Skip. Ouais. On a passé ça au Québec. On a passé ça, c'est dommage. On a profité un peu pendant. Parce que la pression, elle doit quand même, tu sais, après la finale, la pression doit quand même tomber parce que tu veux pas, t'es comme en évaluation là pendant la game, puis c'est des grosses games à haute intensité. Fait que probablement, t'as dû sentir un poids de tes épaules. Y a-tu un poids de tes épaules qui s'enlève quand ça finit? T'es content que ça finisse, mais en même temps, t'en aurais repris encore? Ben, c'est sûr que t'es content que ça finisse, puis t'es content d'avoir fait une bonne job. Quand tu sais que tu as fait une bonne job, c'est tellement 1000 fois meilleur que quand tu sais que là, j'ai fucké up là, ouf, c'était pas ma game, tu sais. Ben, ça l'a fini, mais c'était pas ma game. Tu sais, le feeling, t'es un petit peu sa mère dans ce temps-là. Mais quand tu sais que tu as fait une bonne job, comme on a fait, c'est pour ça qu'après, on a juste décompressé, puis une petite bière, puis on a du fun dans le lounge, puis on joue aux poches, puis on joue au ping-pong, puis on en sortait de chez nous, yes. Parce que, tu sais, je veux pas... pendant la bulle, on était là 3 semaines, 26 jours, en fait. Ouais. Puis tu sais, la première semaine a été quand même assez longue parce qu'il n'y avait pas de game. Comme je dis tantôt, il y avait beaucoup de mesures en place qu'on ne pouvait pas vraiment, pas s'amuser, mais qu'on ne pouvait pas vraiment avoir autant de fun qu'on aurait aimé ça d'en avoir. L'expérience était restreinte. Ouais, c'est ça, exact. Mais après ça, quand les games ont commencé à partir du 25, du 24, quand les games ont concours, c'est quand ça a commencé le 22. Quand ça a commencé, après ça, là, ça a passé. Ça a déboulé, ouais, c'est ça. Il y avait du hockey chaque jour. Il y a 6 games par jour. Puis c'était pas dans le lounge après de chiller avec les gars, tu étais à l'aréna, puis nanana. Fait que, ça a passé comme dans du bar. Là, fait que tu voulais pas nécessairement quitter la bulle parce que tu es comme, je veux continuer jusqu'au bout, que je mange jusqu'à la finale. Ben, quand la finale a fini, là, tout a comme, ah ouais, il faut m'en aller chez nous. T'as hâte de retrouver ton monde. C'est exact.
Surtout que c'est un temps, c'est le temps des fêtes. Tout le monde a pas ses routines, mais tu vas voir ta famille, souvent, c'est le monde que t'aimes. Fait que c'est sûr mais là, en même temps, tu as comme eu la meilleure année parce que c'était comme pas possible qu'on puisse se voir. Fait que de vivre cette expérience-là connexe, c'est ça, parce que là, le 24, on a un souper de réveillon dans la bulle. Puis le 31, on a notre nouvel an. On a comme eu deux journées. Deux beaux petits parties, mettons, que ils ne pouvaient pas faire ici au Québec parce que tout était shutdown. Fait que ça, là-dessus, on était chanceux. Puis, on a eu 2 beaux petits soupers, c'était cool. Ouais, super. Cool. Puis là, on va peut-être plus s'aligner sur la Ligue américaine parce que toi, tu as joué junior majeur. Fait que c'est sûr qu'il y a des gars avec qui tu as joué qui sont là en ce moment. C'est quoi les jokes que vous faisiez sur la glace? Est-ce que, vu que tu es là, rendu à ce niveau-là, il faut tout le temps que tu restes sans la même longueur d'onde ou tu peux quand même niaiser avec les gars un peu? Ah oui, tu peux niaiser avec les gars un peu, mais en même temps que ça ne déborde pas et ça n'affecte pas rien, dans le sens que tu as un timing pour tout. Hein? Fait que, ça dépend de la game. Au début de la game, oui, tu peux chiller, niaiser un peu avec les gars, comment ça va. Mais plus la game, si maintenant c'est 2-2 ou ils se font sacrer une volée, c'est pas le temps de commencer à vouloir niaiser avec les boys, pas être chummy. Fait que, il y a un temps pour tout. Puis oui, durant la game, on peut se faire une coupe de farce. Exemple, des gars que je connaissais. Puis, on a une coupe de Joe, mais c'était pas de. C'était rien de tank pour dire. Il y en a gros qui m'ont vu, puis c'est quand même, on se fait ça. Comme je dis tantôt, mettons. Maintenant, je faisais une game à Wilkes-Barre, puis c'était Providence qui jouait. Puis Max Lagacé, avec qui je jouais à Sherbrooke. OK. Il goaler à Providence. Puis, il goalait pas, c'était gagné, t'es sur le banc. Et Lozon qui jouait à Providence avec. Puis P.O. Joseph qui jouait à Wilkes-Barre. Les 3, il n'y avait aucune d'eux que j'habitais. Ah, c'est wow. Les 3 m'ont vu battre la game. Les 3 m'ont lâché le même commentaire. Ils disaient, si tu fais ça, tu fais ça. On est. Les boys, arbitres, tout. Non, ouais, tout. Fait que, ça, c'est le fun dans ce temps-là. Mais c'est sûr que, ça l'aide quand tu connais un gars dans le club ou tu connais une couple de gars dans. Ça l'aide à ce que ça soit plus. Pas mollo envers toi, mais tu autres plus de ton bord un peu. Puis, la game va plus smooth dans ce temps-là aussi. Là. C'est ça. Quand ça devient plus intense un peu, là, souvent, c'est le fait que tu as une bonne relation avec eux autres, puis tu es capable d'avoir une bonne relation avec le club ou le coach, ça l'aide tout le temps à ce que quand il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un conflit, c'est toujours plus facile à régler dans ce temps-là que si toute la game, tout le monde s'envoie chier, puis pendant tout, il n'y a pas personne dans la même longueur d'onde, il y a un conflit qui se passe, il y a quelque chose qui ne fait pas l'affaire à personne, là, c'est plus tough à gérer un peu, de trouver les linesmen ou les arbitres. Puis là, attends, Charlot, je vais peut-être juste passer parce que là, tu en parlais de la cohésion. Ça ressemble à quoi? Parce que tu en parlais tantôt, vous êtes des arbitres différents. Puis, j'imagine qu'il n'y a pas un arbitre qui arbitre. Vous avez tous le même livre des règlements, mais il y en a que tout le monde a un petit peu sa façon d'arbitrer. À quel point est-ce que ça devient dur à un moment donné d'être comme tous sur la même longueur d'onde? Ça dépend encore. Ça dépend avec qui t'arbitres. Ça dépend. Oui, des fois, c'est dur. Des fois, quand ça va jouer 2 arbitres, ils n'ont pas tous la même longueur d'onde, ils n'ont pas pantoute le même standard. Là. Ça, c'est jamais bon quand ça arrive parce que là, il y a quelque chose qui ne se fait pas coller d'un bord, puis quelque chose qui se fait coller de l'autre. Là, c'est comme. Là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que dans toute la ligue au complet, que ce soit linesman ou arbitre, on essaye, que ce soit dans la nationale, que ce soit dans la américaine, dans le junior, puis tout, d'avoir un standard assez semblable. Oui, chaque arbitre a son style, chaque arbitre a son propre standard, sauf que la base doit toujours essayer le plus possible de rester la même. Un slash, ça reste un slash. On s'entend, là, parce que là, si maintenant tu ne fais pas caller une game, tu te fais caller hors game, des fois, c'est là que ça devient frustrant pour les joueurs. Là, que ce soit la même chose pour les linesmen, nous autres, c'est face-off, c'est la même chose. Exemple, il y a des gars qui peuvent faire 1 ou 2 games par mois qui ne sont pas nécessairement, pas à l'aise, mais pas nécessairement au même beat que, exemple, un gars comme moi ou les gars 40-40 qui sont dans un contrat NHL, qu'eux autres, ils font juste de ça. Fait qu'eux autres sont sur le même beat, c'est face-off, ça essaie de tout avoir le même standard, puis ils ont un bon rhythm au face-off, tout. Pas que c'est des mauvais linesmen, pas que c'est des mauvais arbitres, mais souvent, c'est que qu'est-ce qui se passe que le standard n'est pas pareil. Fait que durant le match, c'est vraiment quand on voit que ça arrive, c'est d'essayer de se communiquer et de s'ajuster. Bon, gars, qu'est-ce qu'on fait là, pour que ça soit pareil puis qu'il n'y ait pas de.
sais, que moi, je ne sors pas un centre d'un bord, puis toi, tu le laisses aller, puis que là, à un moment donné, hey, pourquoi je me suis fait sortir, pourquoi nanana. Fait qu'on essaye d'avoir le même standard, tu sais, partout dans la ligue pour que ça se fasse le plus smooth possible durant un match, puis que tout le monde soit sur la même page. Quand des choses comme ça arrivent, puis on n'est pas tout le temps sur la même page, ben ça reste de la communication, puis des arbitres, on est des communicateurs, que ce soit avec les joueurs ou avec ses partners, parce qu'on est juste 4. Si t'as pas une bonne communication des 4, t'en as 40 contre toi, parce que t'as deux arbitres, t'as deux équipes contre toi, puis t'en as 10 000 industriels qui sont contre toi aussi. Fait que les 4, t'es mieux d'avoir une bonne communication, puis d'être sur la même page, puis de soutenir. Fait que c'est ça qu'on essaie d'avoir à chaque game. Puis si c'est pas le même standard, ben c'est de trouver juste un milieu qui pourrait satisfaire tout le monde, puis que ça se fasse bien. OK. Ouais, super. On va rester sur ces arbitres encore. C'est quoi les jokes les plus fréquentes que vous faites en arbitre, pendant une game? Là? Oui. Les jokes les plus fréquentes. C'est pas trop, là. Une niaiserie que tu t'es déjà fait dire par un de tes chums arbitres, là, que ça t'a marqué, puis que des fois, t'as redit. Une niaiserie. Ben, juste pendant World Junior, je sais pas si vous avez marqué, TSN, ils ont fait un petit post là, à chaque game, on met des phrases puis le repas à POC. Là. Ça a été pas mal le plus gros truc funny qu'on a fait. C'était quand même assez cool. Ça, les gars, il y en avait qui étaient stressés avant la game. Bon, qu'est-ce que je dis? OK, c'était l'arbitre qui décidait ce qu'il disait. C'était pas déjà stagé, mettons. Des fois, on le savait. Là, mettons, on était comme, tu pourrais dire ça, ça serait drôle. Là, je vois ça, moi, c'était pas pire. Le meilleur qu'ils ont dit, c'était quoi? C'était B positif, test négatif de comme. C'était positif, c'était test négatif. Moi, c'est Alex Goron qui a lâché ça, un gars. Ça, c'était bon. Il vient de Terrebonne, je pense. Anyways, puis non, ça c'était quand même assez drôle. Là, puis c'était des petits insights qu'on se faisait. Puis on voulait garder ça assez léger. Puis juste montrer au monde que. Un coup, le premier qui l'a fait, ça a été, je pense que c'est Chris Langin qui a dit Santa still watching boys, puis il a droppé à la pote, tu sais. Pour que les gars restent sages. Dans la game, les gars, Père Noël les regarde encore, c'est vos cadeaux. C'était un peu ça le message qu'il voulait lancer. Puis à partir de là, après ça, t'as Guillaume Labonté, un gars de site de Trois-Rivières, qui a lâché le Let's Do dans le hockey, puis là, nanana, puis là, TSN, ils ont adoré ça, puis là, on continue, puis là, on s'est dit, crème, c'est parti, pourquoi pas continuer à. Puis là, t'as Gouin encore qui a lâché Let's See if I can still do this, boys. Fait que là, ça a juste continué tout le long du tournoi, puis c'était bien cool. Ouais, c'était beau de voir ça parce que souvent, c'est ça, c'est le gars avec le chandail rayé, souvent, c'est lui quasiment qui a une règle dans les mains et qui est prêt à frapper sur tout le monde. C'est ça qu'on voulait. Rester des humains quand même. C'est ça, tu sais, puis regarde, c'est Noël, puis même si c'est la COVID, même si on est dans une bulle, puis c'est plate pour tout le monde, on est capable d'avoir du fun pareil, puis pas parce qu'on a une game de hockey qu'on n'est pas des humains normaux qui peuvent avoir du fun. Fait que ça, on a fait ça, c'était bien cool. Mais sinon, des jokes d'arbitre, honnêtement, je ne sais pas trop quoi dire. C'est sûr que pendant la game, un coup la game est partie, on essaie de garder ça assez professionnel quand même. On ne veut pas commencer à coller des joueurs, rire d'un coach, rire de. On essaie de garder ça assez quand même professionnel parce qu'on ne veut pas que ça nous tombe en face. Là. Mais non, c'est sûr que c'est des jokes. Autour d'une bière, vous savez quoi, les gars? Regarde dans des niaiseries. Non, ça en dit déjà assez, nous autres, on aurait dit bien ensemble. C'est sûr. On revient plus sérieux. Si tu avais un conseil pour les jeunes arbitres qui te regardent et qui disent moi aussi, j'aimerais ça un jour être dans une compétition internationale ou dans la Ligue américaine, avoir la chance d'être dans une grosse compétition, tu leur dirais quoi? Ben moi, le meilleur conseil que je me suis donné, c'est que Michel Cormier me l'a donné. Premièrement, tu ne sais jamais qui c'est qui est dans les estrades. Ce qui veut dire que ça marche pour les joueurs, ça marche pour les arbitres, ça marche pour tout le monde. Tu ne sais jamais qui c'est dans les estrades. Tu ne sais jamais qui c'est qui vient voir jouer, ou qui vient pouvoir arbitrer. Tu ne sais jamais qui y a, là, tu sais. Fait que ça, ça que ça amène, c'est que ce soit du hockey mineur, que ce soit de la Ligue américaine, que ce soit eux autres, ils s'attendent de toi que tu travailles autant fort qu'eux travaillent pour aller gagner une bateau dans le coin pour gagner la rondelle pour scorer un goal. Ils s'attendent que toi, tu travailles autant fort pour coller la game puis que ça se passe comme il faut puis que ils veulent te voir travailler fort. Fait que, pendant une game, c'est soit un joueur ou un arbitre, c'est de travailler. Les gars qui se pognent le cul, c'est sûr qu'un arbitre qui se pogne le cul, le coach va être après toi toute la game. Ouais. Ça va vous coacher. Un arbitre pendant une game, si c'est un système à 3, c'est encore pire. Ou un arbitre qui est là et qui flotte, puis qu'il ne sait pas trop, qu'on a un peu n'importe quoi, puis il se pogne le bang.
c'est plus facile de dire « Hey, allume », tu sais, nanana, qu'un arbitre que tu vois qui est up and down, qui patine, que ce soit un linesman, que ce soit, tu sais, qui travaille fort pendant le match pour faire le meilleur call possible. Ça va jamais te nuire, ça. Puis, comme il m'a dit, il dit souvent, surtout dans le hockey mineur, eux, que ce soit une game hors concours ou une game un dimanche matin, une game de PWC ou PWB, eux, c'est leur Coupe Stanley. Eux autres, ils veulent gagner. Fait que, traite ça comme si c'était leur Coupe Stanley, ils traitent pas ça comme si c'est un game PWC, c'est un game PWB. Puis, sur n'importe quelle game que tu fais, ça revient au travail, puis de toujours avoir une bonne work ethic, que ce soit comme quand je jouais, d'essayer d'amener ça à arbitrer la même affaire. Puis c'est le meilleur conseil que je peux donner aux jeunes qui commencent ou qui arbitrent déjà puis qui se disent je veux monter puis je sais pas pourquoi je monte pas. Ben, des fois, c'est rien qu'une question peut-être d'attitude puis de travailler fort. Tu sais jamais que c'est dans les estrades puis travail patine. J'aime ça ce que tu dis. Tu sais jamais qui est dans les estrades. Là, c'est... Ouais, c'est vrai parce que tu sais jamais. Des fois, ça peut être. Tu peux en avoir. Peut-être que tu sais pas, tu as un prospect, tu te dis tu es allé au combine. Tu sais, là, tu es allé au combine, puis là, ils t'ont vu, puis là, finalement, ils ne te prennent pas dans les Anakin, mais tu t'en vas faire du Junior 3, tu t'en vas faire du. Puis à un moment donné, pouf, ils décident d'aller te scorer une game au Québec, tu ne le dis pas, tu es dans les estrades, ils te voient patiner comme un malade, puis ils disent ah, parfait, peut-être qu'on va le prendre l'année prochaine. Fait que c'est la même chose pour les joueurs, c'est la même chose pour les arbitres, ça reste du scouting, puis ça reste que tu veux te faire voir, puis quand quelqu'un vient te voir, ben, tu fasses le meilleur job possible. Fait que, faire le meilleur job possible, ben, à chaque game, ben, ton 100%. La job est faite. Puis, tu sais, t'en parles avec les jeunes, mais on en parlait au début de l'émission. Je pense qu'au Québec, il y a un problème, ou je ne sais pas au Canada, mais je pense qu'au Québec, il y a un problème aussi avec les parents. Il y a tellement de situations qu'on va voir. Nous, on les calcule même plus, là, les heures qu'on passe dans les. Ah oui, Rosa? Oh, ça bug. Non, ça bug, Rosa. Ils jouent ensemble. Puis là, tu dis. Rosa recommence parce que ça a bugué. C'est qu'on ne voulait pas qu'il arrive. Vas-y. Toronto, tu es en train de. Vas-y. Mais ça marche-tu, là? Oui, ça marche. C'est correct. Vas-y, continue. Okay, on va la couper. Bon, ça va. OK, ouais, c'est ça. Je disais avec les parents, des fois, ils arrivent, puis là, tu arrives, c'est du. Les jeunes, ils ont 9-10 ans, mais ils voient leur père se battre parce que c'est le samedi, il est 4 heures, ils ont 4-5 heures de prix, puis là, ben, ça dégénère. Puis des fois, même envers les arbitres, moi, j'ai vu d'argent pour arbitrer de mon bord, mais c'est des affaires qui se font tellement pas, puis souvent, ceux-là qui vont arbitrer, ça va être des jeunes parce qu'il en manque tellement. Puis là, ben, les jeunes sont confrontés à un papa de 40 ans qui te glisse un 20$ quand toi, tu en as peut-être 16. Tu sais, à quel point c'est quoi que tu dis aux parents dans ce temps-là? Tu les mets dehors? Ben oui. Tu dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est des affaires que, oui, c'est un gros problème. Il n'y a pas assez de monde. Pas assez de monde. Dans le hockey mineur, il y a beaucoup de parents qui ne sont pas assez conscients c'est quoi l'arbitrage. Comme je dis tantôt, là, soit un coach ou. La meilleure façon, ce serait de faire suivre au moins un level niveau 1 ou un niveau 2 au coach hockey mineur. Il faut peut-être au niveau 1 d'arbitre. Puis une meilleure façon de ça, si tu veux coacher au hockey mineur, tu es obligé d'arbitrer 5 games dans l'année. Ouais. N'importe quel calibre. Arbitre 5 games dans l'année. Tu es obligé. Ça serait un bon moyen de faire voir que ça ne réglera pas de problème au complet. Ça ne réglera pas de problème des parents, mais peut-être qu'il va arbitrer 5 games dans l'année, il va venir sur le banc, il va être un mangement pareil. Mais, au moins, ça risque d'éliminer une couple de situations qui pourraient être plates pour des jeunes, comme tu as dit, de 16 ans. Tu as le coach qui là, il est après toute la game, tu as un parent qui essaie de t'aimer, puis te la patente, que là, finalement, ben là, lui, il voulait arbitrer, puis là, il se dit, il fait 3 games, puis il dit, ah non, t'en plus, là, c'est plate, là, tu sais, moi, lui, il essaie d'avoir un petit peu d'argent pour, soit payer ses études ou juste une petite job sur le site de même, puis. Tu le sais, là, avec Hockey Québec, là, c'est bien payé, mais tu ne fais pas 12 heures dans ta journée, là, fait que, le salaire, il est bon, mais. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, pour un jeune de 16 ans, moi, c'est tout le temps ça qui me brise le cœur, de les voir se faire donner de la merde. Puis, même des fois, par des coachs, c'est ça, comme tu dis, il faudrait que le monde se mette à arbitrer, ou même les parents, des fois, juste pour qu'ils se rendent compte à quel point ça devient dur, parce que, puis même on en parlait, avec Charlot, avant l'entrevue, c'est ça qui est dur, parce que c'est jamais la même, tu n'auras jamais la même situation,
mais tu vas avoir le même genre d'action, mais il faut que ton call il suive tout le temps. Puis c'est ça, à un moment donné, tu sais, la constance de tout le temps avoir le même call, mais pour des situations différentes, c'est ça, moi, je pense, qui devient dur. Puis moi, c'est ça que j'avais de la misère à faire. Tu sais, c'est jamais tu as tout le temps une zone grise, puis toi, il faut que tu délimites, puis il faut que tu mettes. Ouais. Tu sais, C'est sûr que la constance pour un arbitre, c'est assez important. Ouais. Toujours avoir le même, tu sais, comme ça revient au standard, essayer de toujours garder le même standard parce que si t'es pas constant, surtout pendant une game. D'une game à l'autre, c'est pas si pire. Mais c'est pas si pire. Ça reste que, tu sais, il faut que tu restes constant pareil. Mais dans le même game, pas coller de quoi en première puis coller en troisième ou le contraire, c'est jamais bien bon. Souvent, c'est comme les gars ils disent, les superviseurs nous disent, ta première période, c'est là que tu établis ton standard. Fait que les 2 minutes que tu donnes en première ou les non-calls que tu fais en première, il faut que tu les gardes pour le reste de la game. Pour un lineman, tes face-off que tu as en première, il faut que ce soit tête. C'est là que tu fais ton standard. Après ça, ça va t'aider après ça en deuxième, puis en troisième. Quand la game va être tête en troisième, si tu as eu 2 bonnes périodes de face-off, ils vont travailler avec toi et ça va bien aller. Si tu as une première période de merde, c'est face-off, oublie ça, en troisième, c'est tête, là, tu vas de la misère à contrôler tes cinq. Fait que ça reste que la constance dans ton standard, là, c'est très important. Puis, ouais. Puis moi, tu sais, j'ai toujours prôné ça comme entraîneur de dire, les gars, c'est celui qui a le chandail. C'est l'arbitre qui va décider, même si tu commences les châles après, ça va juste empirer les affaires, on va se le mettre à dos. Il ne changera pas cette décision parce que toi, tu décides de donner de la merde. Fait que moi, j'ai toujours été pour ça. Puis là, tu as beau dire ça à tes jeunes, mais là, tu as les parents qui en rajoutent. Puis là, l'exemple que je ne prends, ben, justement, Rosa t'en parlait, c'est le papa, la maman qui est dans les estrades, puis que, comme tu dis au début, elle ne comprend même pas le jeu à base, pourquoi ça est arrivé. Puis c'est ça que je trouve dommage dans le sport. On est tellement. Les acteurs ne sont pas impliqués nécessairement dans la game, dont les parents, mais des fois, ils veulent trop être impliqués puis ils ne savent juste pas pourquoi ils chialent. C'est moins pire que c'était, mais il y a encore du travail à faire. Il y a beaucoup de travail. Puis, même, Charlot, je pense que l'anecdote que tu voulais compter, on était à Victoriaville, c'était une game de midget 2A, puis ça brasse, on se voit 8 fois dans l'année. Les jeunes sont tannés de se voir un contre l'autre. Puis ils ont joué tout leur hockey mineur un contre l'autre. Puis là, toi, tu es sur le banc, tu as les parents en face de toi. Là, ça se met à dégénérer. Il y a un gars de Victo qui se fait sortir. Fait que là, tu sais, tes gars, toi, t'es tiens au banc quasiment par le chandail parce que tout le monde veut s'arracher la tête. Mais de l'autre bord, tu as les parents qui se mettent à applaudir. Puis là, tu vois que ça s'engueule. Mais là, tu sais, nous autres, on a dit, bon, ça n'a pas d'allure. Fait qu'à la période, on est traversé l'autre bord, on s'est mis devant les parents. Là, on a dit, là, ça, vous pensez que, tu sais, nous autres, on essaie de faire un job en arrière du banc, mais vous autres, quand ils vous voient comme une gang de singes à essayer de se taper dans la face parce qu'on est samedi soir et que ça brasse, bien là, vous dites à vos jeunes après de ne pas se pogner sa glace. Bien là, soyez, tu sais, encore là, la constance. Si tu dis de quoi à ton jeune, ben respecte-le dans les estrades. Puis ça arrive bien souvent que le jeune, tu sais, veut pas le paternel ou la mère. Ben le jeune, c'est sûr qu'il va tout le temps avoir ça comme idole. C'est ses parents. Si tes parents agissent comme un cabochon dans les estrades, ben ton jeune sur le banc, t'as bien beau être le meilleur coach au monde. S'il décide que les fusibles ils sautent, ben c'est fini. Là. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est ça. Ouais, il va toujours en avoir de ça, puis même si tu fais autant de sensibilisation que tu veux avec les parents, puis c'est un jeu, puis tout, il va toujours en avoir. Ouais. C'est clair. Alors, on ne veut pas trop te retenir longtemps, Jonathan. On est vraiment content du temps et des réponses que tu nous donnes. Alors, on a 2 segments. OK? On commence avec le premier, ça réchauffe, mais avant ça, on a une surprise pour toi. Oh! Okay. On va mettre nos chandails d'arbitre, on va se parler d'arbitre. Oh yeah! Parlez-moi de ça. On part. Ah oui. Donc, on a notre premier segment, ça réchauffe, OK? Je veux savoir le meilleur puis le pire endroit où ce que tu as arbitré, soit par rapport aux installations, par rapport à la foule, tu as fait des attentes. Je te dirais le meilleur endroit que j'ai arbitré, là, je pense, j'en ai 2, OK? J'en ai 2, un bon et 2 pires. Okay. Vas-y. Un bon, Cleveland. Okay. Et où est-ce que les Cavaliers ils jouent? NBA. Ouais. C'est une arena était écœurante, puis honnêtement, à ce moment-là, j'en ai 3. Ben, en tout cas, 2, Cleveland puis San Antonio, c'est 2 arenas NBA qui ont comme transformé ça pour jouer. Puis honnêtement, on se créerait dans un building de la Ligue nationale. Puis ils ont des bons crowds. Tu sais, moi, j'étais allé à Cleveland jouer habiter 2 games. Puis il y avait 12 000 personnes dans l'arena. C'était malade. C'était super cool.
Puis il y avait une méchante bonne ambiance. Je m'attendais pas à ça pantoute. Puis je m'étais fait dire que Cleveland, il n'y avait pas jamais un show. Puis finalement, les 2 games, c'était presque sold out. C'était comme, wow, c'est hot, tu sais. Puis il y avait vraiment un vibe, tu sais, building NHL. Puis j'avais vraiment aimé ça. Même chose à San Antonio. Puis San Antonio, ben, c'est au Texas. Puis une petite place pour aller, ça. C'est à Riverwalk, là, au centre-ville. Là, c'est super cool. OK. Puis une autre belle place, Hershey. OK. À Pennsylvanie, eux autres, là, c'est malade au Giant Center. Là. Je pense que les autres, ils tirent. Je pense que c'est l'arena avec quoi 10 000 places. Là, c'est sold out à chaque game. Dimanche après-midi, 3 h, le tablette là, c'est fou. Là, c'est vraiment hot. Mais ouais, c'est ça. Hershey serait mon top 1. Là. OK. Après ça, tu aurais les autres là, tu sais, que j'ai dit. J'étais pas pire. Là. Dans Mais- mes pires. Puis dans mes... Attends un peu. Une bonne anecdote pour vous autres. Mais vas-y. Cleveland. Nous autres, on vole souvent pour des places de même. Là, on s'en va, puis on prend l'avion. J'ai un vol avec American Airlines. Puis j'arrive là-bas. Puis là, mon vol est cancellé de Montréal à New York. Parce que je faisais Montréal, New York, New York, Cleveland. OK? Le trajet déjà là, c'est pas yao, mais en tout cas, je faisais ça. Fait que Montréal, New York. Mon vol de Montréal, New York avec American Airlines est cancellé. Fait que là, ils me disent, va voir Air Canada. Il y a un vol à soir de nanana. Puis, c'est comme, ils ont fait le switch. Fait parfait. Fait que là, je check-in mon bag avec Air Canada. Là, je demande au gars, je dis, là, t'es sûr que. Parce que moi, après ça, mon vol, c'est American Airlines là-bas. Là. T'es sûr que le bag va se transférer? Parce que moi, j'ai besoin de ça. Il dit, oh, il n'y a pas de trouble. Moyen. C'est sûr que c'est un fait. OK, c'est bon. Là, je le laisse aller. Là, j'ai un pressentiment. Je suis comme, ça ne fonctionne pas. Là. C'est pas les deux mêmes airlines. C'est sûr qu'il y a un bug à quelque part. C'est sûr qu'il y a un bug à quelque part. Comme des faits. J'arrive à New York, après ça, Cleveland. J'arrive à Cleveland. J'attends mon bag. Mon bag n'est pas là. Bon, on va voir le gars d'American Airlines. Il dit, hey, mon bag, maintenant, il essaie de mon tracking. Il dit, ouais, mais ton tracking, c'est Air Canada. Je dis, oui, je sais, mais parce que là, j'explique la situation, tu sais. Puis là, j'ai dit, parce que j'aimerais savoir mon bag, mais ils m'ont dit que ça allait être transféré ici. Puis il dit, ouais, non, mais nous autres, on peut rien faire, il faut t'appeler Air Canada. Fait que là, appelle Air Canada, pas capable de parler avec un agent. Là, essaie de, tu sais, il t'envoie comme un code pour que tu peux tracker ton bag. Là, mon bag est encore à Montréal. Fait que mon bag n'a jamais, dans le fond, ils ont dû scanner mon étiquette, puis ils ont dû dire, ben non, ça n'a pas de bon sens, ça s'en va à Cleveland. Mais non, non, ça marche pas. Fait que là, ils ont dû le mettre, tu sais, comme à côté, puis laisse faire, tu sais. Fait que là, toute la journée, dans le fond, j'habitais le lendemain. Fait que toute la journée, j'essaie de tracer. Là, finalement, je parle à un agent. Là, il dit, l'agent est comme, ah ouais, on va te l'envoyer, nanana. Je fais pas de trouble. Fait que là, finalement, j'arrive avant la game, puis là, j'ai pas de stock. Fait que là, appelle le gars de la ligue, nanana. Puis là, appelle un autre linesman. Comme je vous ai dit, c'est des gars locaux. Fait que j'appelle le linesman de là-bas. Je dis, peux-tu emmener quelque chose? Mais le linesman, le problème, c'est qu'il mesure 5 et 9. Moi, je mesure 6 pieds 2. Les culottes m'arrivaient au milieu des petits gars. Non, ça marche pas. Fait que là, finalement, tu sais, les autres Cleveland, c'est les Monsters, les autres sont comme en noir. Fait que là, j'ai réussi à avoir un casque d'eux autres. Puis le tracksuit du coach pour mes pantalons. J'ai arbitré avec les patins du coach, des coudes des gars de Utica, un tracksuit noir de Cleveland, que j'avais une bande CCM qui passait. En tout cas, une patente. Fait que là, je me disais, hey, j'espère que mon stock va arriver demain. Là, ça n'a pas de bon sens, parce que je faisais un 2 en 2, tu sais. Fait que là, je fais la game. Là, tu te sens pas bien, t'es comment? On dirait que ta crédibilité, elle en mange un coup en marquant le track. T'as l'air d'un innocent, ça n'a pas de bon sens. En plus, c'était building plein presque. Là. Fait que le lendemain, il appelle l'agent d'Air Canada, puis là, je check mon affaire, puis là, il est rendu à New York. Puis je me dis, oh, mais ça, il est à New York. Puis là, j'appelle un OK, ouais, là, il est supposé arriver. Il va arriver sûrement, il est supposé arriver à Cleveland. Il pogne un vol, je sais pas quoi, il va arriver comme à 4 heures. Mais non, laissez faire 4 heures, là, la game est à 1 heure. Envoyez ça à Montréal. Là. Elle dit, OK, parfait. Fait que là, ils sont supposés envoyer ça à Montréal, tu sais. Hey, j'ai reçu un appel de l'aéroport. La game est à 1 heure. Il est midi. Je suis dans la chambre d'arbitre, tu sais. Ils ont reçu un appel. Elle dit, ouais, on a reçu votre bagage. Nanana. Je dis, comment ça, ils ont reçu mon bagage? Je viens d'appeler Air Canada. Fait que là, j'ai dit, ben là, pouvez-vous l'envoyer à l'Arena, tu sais? Ben, notre prochain, comme delivery, il est à 1 heure. Ben non, là, c'est de pendant la game. Ben, laissez faire. Là. J'ai dit, envoyez ça à l'hôtel. Fait que finalement, j'ai eu mon bag. Si mes 2 games étaient faites, je suis arrivé à l'hôtel, c'est mon beau bag dans ma chambre. Pouf! Super, tu mis en arrivant à l'hôtel pour mieux te sentir? Non, ouais, j'ai fait moi le peinturant en rouge pour être sûr que tout le monde le retrouve, mais que si jamais je le perds.
Ouais, fait que c'est ça. C'est ce qui s'est passé l'an passé. Fait que je peux dire que dans mon peu de temps d'arbitrage, mon bag s'est fait oublier à l'aéroport, puis j'ai arbitré en tracksuit avec les patins du coach et du stock de l'autre équipe. Dans les américaines. Ouais, c'est ça, dans les américaines Quand avec même un pas building pire. plan à Cleveland. Ouais, c'est bien Hey, cool. puis, on a une couple de gars qui ont joué une couple de games à la GMQ puis qui nous avaient dit c'est quoi la meilleure pour la Paix Arena? À la GMQ? Ouais. Ben, Meilleure. moi, quand j'ai commencé, c'est sûr que Colisée Pepsi, c'était vraiment génial. Ça a switché au Centre Vidéotron. Centre Vidéotron, écoute, c'est un arena, c'est un brand new, là, Ouais. mais t'as pas la même vibe que t'avais au Colisée Pepsi. Colisée Pepsi, c'était vraiment, le monde était par-dessus toi. Ouais, c'est ça. Quand j'étais au Cap-Breton, c'est ça, quand j'étais au Cap-Breton, on avait pogné les remparts de Québec en première ronde. Mais, la Game 7, la Québec, là, c'était fou, là. Ouais. Le vibe qu'il y avait, là, il y avait tellement d'histoires, ce building-là, puis c'était vraiment malade de jouer là. Je pense que ça, dans ce temps-là, c'était Québec, puis Halifax aussi. Halifax, c'est vraiment. Ouais, qui ont tout le temps une belle arena. Oh, ouais, c'est vraiment sharp. Là. Puis la pire junior, là, moi, personnellement, Val d'Or. OK. Val d'Or, là, aucune clause. Aucune Pour les classe, gars, on avait- pour le club de Val d'Or, c'est correct, mais pour l'équipe visiteur, le banc, ça n'a aucun bon sens. Pour pas croire qu'il n'y a pas 20 gars qui rentrent là, certains. Je confirme. Hey, super. Fait que, on ne va pas te retenir trop longtemps. On va finir ça avec notre personne en or. Tu en as peut-être parlé. Je ne sais pas si ça va être le même nom, mais la personne que tu devrais remercier pour ton cheminement sportif, puis qui t'a permis d'être l'athlète que tu es, puis l'arbitre que tu es peut-être aujourd'hui, ça serait qui selon toi? Ben, c'est sûr que mon cheminement sportif, hockey, joueur, c'est mes parents, là, mon père et ma mère, qui tout le long ont supporté tout, là, tu sais, que ce soit que me rentrer au sport-études, puis après ça, de 3, tu sais, c'est des sous, je veux pas, là, tu sais, c'est assez dispendieux. Fait que, qui ont mis peut-être pour eux-mêmes des choses de côté pour que je puisse, moi et mon frère, être en sport-études, tu sais, pour faire qu'est-ce qu'on voulait faire. Fait que c'est sûr que, tu sais, mes parents, toute ma carrière de joueur de hockey, tu sais, je les remercie pour ça. Là. Puis pour l'arbitre, ben là, Michel Cormier, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est lui vraiment qui a réussi à me pousser puis à me monter. Puis tu sais, j'allais voir ses games, je prenais des notes sur ce que lui faisait. Puis après ça, lui, il venait voir mes games, puis il me disait, tu sais, il me supervisait, un coup de Q&A tout au début. Fait que c'est aussi ça qui a permis que, tu sais, que je sois capable de monter vite, puis que je sois capable de prendre des bonnes. Comment je pourrais dire ça? Des bons plis, là. Ouais, c'est ça, des bons bien plis d'arbitre, formé, des ouais. bons. Ouais, c'est ça, tu sais, les procédures, ces affaires-là, que je sois capable d'assimiler plus vite, que tu sais, je sois capable. Que je n'avais pas l'air fou, mettons, à fin de game, jouant 3 quand ça faisait 2 mois que j'habitais, mettons. Ah ouais, Fait que, c'est ça. non, c'est ça. Moi, Michel Cormier, mon côté arbitrage, puis tu sais, mes parents pour. Mon père et ma mère pour ma carrière de joueur de hockey. Pas encore d'arbitrage, tu sais, m'ont supporté tout le long. Là, quand je leur ai dit, hey, père, mais moi, je vais commencer à arbitrer. Ils ont fait, ah, ouais. Mon père, chaque game, l'arbitre, il regarde la TV, que ce soit une game que je fais à Tucson, Arizona, que 3 heures de décalage, il va regarder sur son ordi. Puis, Tu- tu sais, les parents, ça reste des parents. Hein, fait que, Ouais, Ah ouais. ouais. on les salue. Ben oui, certain. Ouais, tout le ouais. Fait qu'on on va conclure ça là-dessus. Merci beaucoup, Jonathan, pour ton temps et tes histoires. On est privilégiés là, depuis déjà 8 semaines là, de pouvoir avoir des invités qui embarquent dans notre projet puis qui se livrent à nous. Donc, pour ça, on vous remercie. Continuez à aimer, partager, puis à commenter notre page. On est sur Spotify maintenant, donc vous pouvez aussi visionner, là, écouter tout ça quand vous êtes dans l'auto ou c'est pas nécessairement sur YouTube. Rosa, mot de la fin, ça tente? Ben, prenez soin de vous autres. On sait que la lumière au bout du tunnel s'en vient. Hein? Le sport va reprendre dans quelques mois. Donc, on essaie de ne pas trop se décourager. Jonathan, bonne chance pour la saison qui va commencer, qui va débuter le 5 février dans la Ligue américaine. Yes. En espérant que RDS ou TVA Sport diffuse quelques matchs, puis tu vas être là. On va apprécier te regarder faire les bons calls sableux. C'est bon. Bonne continuité dans ton cheminement. Puis c'est vraiment, on peut dire que tu es un bon modèle pour les jeunes qui sont dans le hockey et qui sont dans l'arbitrage. Merci bien, les boys. C'est à toi. Yes. À la semaine prochaine. Salut! Le podcast est terminé. Notre invité a tout donné. On se voit la semaine prochaine autour d'une autre petite fête. Ça va être le temps d'une autre petite fête, ouais.